Bonjour tout le monde. Je lisais un post là, c'était qui? C'était Biff qui me disait on en a marre du père Assad. Non, n'en dégoûte pas les autres. Et, euh, et comme t'en as marre du père Assad, je vais te parler du Yémen parce que ça bouge un petit peu au Yémen là, hein, donc c'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant que ça nous donne un petit peu, en fait, la marche à suivre. Alors, on va quand même vous faire une petite transition qui en vaille la peine. Juste une chose, j'aimerais vous montrer. Alors le Yémen, c'est une guerre qui a démarré en 2015, mais en fait c'est beaucoup plus. C'est un pays qui a toujours connu la guerre, qui était divisé en deux. Et là vous pourrez voir, alors attendez, je vais vous installer ça sur la carte, vous allez mieux comprendre ensuite le pourquoi du comment. Qui a toujours été divisé en deux. Alors, il suffit de chercher la carte pour pas la trouver, c'est marrant ça, hein. J'aimerais vous montrer en fait, on va revenir en arrière, capture fenêtre, ok, hop. Vous allez mieux comprendre avec une carte, c'est beaucoup plus simple. Alors, capture de fenêtre, hop, voilà, c'est fait. Celui que vous voyez là, c'est le président Hadi, c'est le président actuel, président fantoche, qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et qui est refusé par tous les Yéménites, du nord comme du sud. Depuis 2 jours, les Yéménites du sud ont proclamé leur autonomie. Ils veulent revenir à l'état d'avant 90, d'avant unification, avec un Yémen du nord et un Yémen du sud. Alors, eh ben voilà, et on va mieux comprendre. Là, voilà, à droite, vous pouvez voir ce qu'était le Yémen auparavant, c'est-à-dire deux entités. Alors lorsqu'ils disent nord et sud, c'est un peu, ça fait plus est-ouest, mais bon. Et ça nous permet de mieux comprendre la situation actuelle, de mieux comprendre pourquoi les Houthis, en fait, ne descendent pas vers le sud. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 90 unifications des deux Yémen. Dans les années, allez, je te la fais rapide. Dans les années 60-70, c'était d'un côté, il y avait les Anglais, de l'autre côté, il y avait les Anglais aussi. Le premier Yémen, le Yémen du Nord, les territoires du Nord ont pris leur autonomie. Ensuite, c'est Aden au sud, hein, tout en bas, qui a pris son autonomie en 67. Ensuite, il y a eu une guerre entre les royalistes d'un côté, avec beaucoup de mercenaires occidentaux. Il y avait Bob Denard, il y en avait beaucoup de mercenaires, Tony Saint-Paul, etc. Et de l'autre côté, les républicains soutenus par Nasser et soutenus par l'URSS qui l'emportent. Et on est arrivé progressivement donc à deux Yémen, Yémen du Nord, Yémen du Sud, jusqu'en 90, où on décide une réunification et où on installe, lui, Saleh, qui est mort depuis. Et donc il s'installe. Malheureusement, au fur et à mesure, hein, entre 90 et 2011, il gère pas au mieux. On va essayer de te faire ça, hein. Voilà, donc tu vas avoir un petit récapitulatif. Depuis entre 90 et 2011, il gère pas au mieux. En 2011, il y a une insurrection qui démarre avec les Houthis qui sont des tribus chiites zayadistes du nord des montagnes et qui se sont regroupés, qui se regrouperont autour d'un parlementaire qui s'appelle Houthi, qui a été tué en 2004. Voilà pourquoi ils se font appeler les Houthis, hein. C'est en référence à ce parlementaire. Donc, on parvient à chasser Saleh, on installe Hadi, 2014, mais la transition est décevante. Ce qui fait que les Houthis reprennent très très vite les combats. Cette fois, s'appuient, cèdent, sont aidés par les partisans de l'ancien président déchu, Saleh. Voilà, la guerre, elle en était là. Jusqu'en 2016-2017, les Houthis et les Saleh, on va le dire comme ça, se voyaient plus ou moins grignoter le terrain, résister contre l'avance progressive de troupes de la coalition, c'est-à-dire une dizaine de pays avec des très bonnes armées, avec beaucoup de matériel, dirigés par l'Arabie Saoudite, avec des Tornados, des Eurofighters, des F-15, de l'armement, tu en voilà, un blocus, donc ils ont tenu tant qu'ils ont pu, et à partir de 2017, 2018 surtout, il y a eu un retournement de situation. Il y a eu le blocage à Odaïda,
une ville côtière qui est, je crois, le point le plus haut vers lequel sont remontées ces forces de la coalition. Et à partir de là, on a commencé à voir des outils, notamment, qui étaient de plus en plus performants, peut-être suite à l'arrivée de l'expertise iranienne, suite à l'arrivée de matos iraniens, en tout cas ils étaient de plus en plus entreprenants, offensifs, avec des attaques aux drones d'abord, de plus en plus sophistiquées, des attaques aux missiles balistiques de plus en plus sophistiquées, puis depuis quelques temps, depuis quelques mois, on voit maintenant qu'ils ont une défense antiaérienne qui permet de créer des boules de feu et de faire fuir les avions. Alors ils abattent pas les avions, hein, mais ils abattent beaucoup d'hélicoptères, mais de faire fuir les avions de la coalition. Et depuis 2019, des victoires, avec une capacité à attaquer un territoire saoudien, hein, notamment les raffineries, on l'a vu comme en septembre 2019. Et ces outils, en fait, et là, je vais te montrer la carte qui va bien. Elle est où la carte qui va bien? Elle est là, ouais. Voilà. Voilà, on va faire la transition aussi, hein. Ces outils se contentent. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils se contentaient du territoire qu'ils avaient, pourquoi ils ne descendaient pas au sud. Mais en fait, depuis, on va dire 2 ans au sud, il y a les anciens sudistes qui demandent leur autonomie, qui ne sont pas contents d'accueillir Hadi, qui ne sont pas contents d'être avec la coalition. Ils sont donc en conflit avec le président Fantoche et les quelques troupes qui lui restent. Et au-dessus d'eux, parce que eux, ces autonomistes du Sud sont soutenus par les Émiratis, il y a le clash Émirats-Arabie Saoudite. Donc, il y a eu 4 batailles d'Aden. Et à chaque fois, les autonomistes l'emportent sur la coalition qui est incapable de gagner. La coalition qui perd du terrain à l'est, notamment les provinces d'El, Jaf et de Marib, c'est là où ça se passe en ce moment. Et elles vont tomber, ces provinces. Bon, il faut des mois pour prendre les villes, mais elles vont tomber. C'est des provinces intéressantes parce que ça permettra ceci déjà. Ça permettra, attends, on va t'installer ça d'une autre manière. Ça permettra de récupérer les ressources là où il y a du pétrole, aux outils. Ça leur permettra aussi surtout de reconstituer l'ancien territoire du Nord. On s'achemine en fait vers une partition et vers un retour à avant 90. Avec des autonomistes du Sud qui ont pris Aden là et qui sont en train de chasser Hadi, hein, qui n'a aucune légitimité, et qui sont en pacte avec les... comment dire ça les, je vais essayer de vous trouver cette carte. On va essayer d'agrandir celle-là déjà. Donc il y a un accord entre les Houthis et les autonomistes du Sud. Les Houthis se contentent donc d'avancer au nord, récupérer, tu vois, là où il y a encore des bouts de verre. Ils n'hésitent pas à passer la frontière, mais ce n'est pas leur intérêt d'aller en Arabie Saoudite. Parce que lorsqu'ils quittent les zones montagneuses, ils sont à la merci des avions en face. Par contre, leur intérêt était de prendre Al-Jaf et de prendre la province de Marib, et ils sont en train de les prendre depuis des mois. Là, il y a une bataille, ils gagnent toutes les batailles. Il y a un effondrement en face. Lorsqu'ils auront repris ces provinces, ben, ils auront reconstitué donc cet ancien Yémen d'avant, c'est-à-dire de Yémen. À partir de là, est-ce que ceux du Sud et ceux du Nord vont se retrouver autour d'un gouvernement d'union nationale et de reconstituer le Yémen? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir hier, c'est-à-dire des autonomistes qui ont proclamé l'autonomie du Sud, ce qu'on a pu voir hier nous donne une idée un petit peu et nous fait mieux comprendre la stratégie des Houthis au Nord. C'est pas dans leur intérêt de descendre à Aden et de se battre avec les gens du Sud. Ils ont quasiment neutralisé leur front sud, donc ils ont très peu de troupes à mettre au sud. L'objectif pour eux, c'est l'Est, récupérer les 2 provinces les plus riches, notamment en pétrole, qui leur donnent une bonne assise sur la frontière saoudienne et sur les pipelines qui partent de l'Est de l'Arabie Saoudite pour aller vers l'Ouest et pour éviter donc au pétrole de passer par bateau par le détroit d'Ormuz. Vous voyez, là aussi, il y a encore un échec de la part des Saoudiens. Les Saoudiens, depuis on va dire une décennie, ont construit des pipelines pour éviter de passer par le détroit, par le golfe arabo-persique, hein, en faisant transiter leur pétrole d'est en ouest, mais sur leur territoire. Et bien avec cette guerre, ce flanc sud qu'ils ont, les Saoudiens, et qui pensaient donc stratégiquement, ils pensaient contourner le détroit et donc ne plus être à la merci des Iraniens, ben, c'est encore un échec. Tout ce qu'ont provoqué les Saoudiens dans cette guerre, c'est leur affaiblissement. Ils ne font plus peur à personne parce qu'ils perdent tout. On voit qu'ils ont, c'est même pas une armée, ce qu'ils ont. C'est du n'importe quoi. À chaque bataille, tu as des fuites, tu as des débandades. Il n'y a que leur aviation qui tient la route.
Les Émiratis sont plus avec eux, ils ont décidé de ne plus se battre, ils ont un accord. Ce qu'ils font, c'est de soutenir les autonomistes du Sud. Les autonomistes du Sud ne veulent pas se battre avec les Houthis parce que de toute façon, chacun est sur son terrain. Hein. Les Houthis n'ont pas envie d'aller dans le Sud et n'ont pas envie d'aller au-delà de Al-Jaf. Et on le voit avec la carte de 90, ils veulent juste reconstituer le Yémen du Nord, en fait, et le proclamer ensuite. Et ensuite, on verra. Donc c'est ça la marche. Reconstitution de Yémen, finalement, chasser le président fantoche, chasser la coalition, et ensuite, éventuellement, une réunification ou pas, mais voilà. Les Séoudiens, qu'est-ce qu'ils ont provoqué dans ce conflit? Ils ont montré au monde entier qu'ils n'avaient pas d'armée, que leurs infrastructures pétrolières n'étaient pas protégées, que c'était un tigre de papier, c'était pas une puissance régionale. Les puissances régionales là-bas, c'est l'Iran, c'est la Turquie, c'est Israël pour l'instant, mais c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est un tigre de papier. On te le présente comme une puissance régionale, c'est une puissance de rien du tout. Ils se sont affaiblis financièrement parce que maintenant ils font des emprunts, parce qu'ils ont des déficits, parce que cette guerre leur a coûté très très cher. On parle de 500 milliards pour arriver à une défaite, mais une défaite honteuse puisque leurs troupes se débandent et se cassent. Ils perdent des avions, ils perdent des hélicoptères. Leur flanc sud, donc comme je te l'ai dit, leur sud et les pipelines, eh ben, finalement, sont encore plus menacés. Mais pire, jusqu'en 2014-2015, jusqu'en même 2016, les Houthis ne voulaient pas des Iraniens, par peur des Américains. Ils ont dit aux Iraniens, écoutez, vous nous proposez votre aide, vous la gardez, c'est gentil, mais si vous venez, les Américains vont arriver, tout le monde va arriver, et ça va être encore plus compliqué. Et pour l'instant, ce que nous voulons, nous, c'est montrer aux yeux du monde que nous résistons face à une coalition de barbares, dirigée par les Séoudiens. Mais bon, voyant que le monde ne bougeait pas, que l'ONU ne sert à rien de toute manière, parce que c'est une énorme catastrophe le Yémen, hein, c'est 14 millions de gens soumis à la famine à cause des Séoudiens et de ceux qui leur vendent des armes. Je vous rappelle qu'on vend des armes aux Séoudiens, hein, des armes qui attaquent au Yémen. Ça aussi, et il faut le retenir. C'est plus de 100 000 morts civils, 120 000. Donc, voyant que l'inaction du monde, bah, les Houthis, à partir de 2016, ont dit aux Iraniens, bah, écoutez, venez. Et en 2 ans, on voit que les Iraniens, partout où ils vont, ils améliorent militairement les endroits où ils vont, puisque on les a vus avec le Hezbollah libanais, hein, qui est devenu une grosse puissance. On les voit avec les Hezbollah irakiens, qui maintenant arrivent à attaquer et à embêter les Américains. On le voit en Syrie. Hein, je vous rappelle qu'au sol, c'est eux et le Hezbollah souvent qui reprennent les villes en premier, avant que l'armée syrienne s'installe. Ça démontre quand même une certaine technicité. On l'a vu face à leurs accrochages avec les Américains, qu'ils ont des capacités balistiques maintenant qui surprennent tout le monde, hein, avec une précision décamétrique. Et grâce aux Séoudiens qui sont allés attaquer un pays où finalement ils n'ont rien gratté, bah, les Iraniens ont pu s'installer au Yémen. Et en 2 ans, donc on a vu des outils monter en puissance. Et à partir, je te dis, 2018, 2019, il n'y a pas véritablement de séparation stricte. On va dire fin 2018. On va dire là, l'avancée d'Odaïda, c'était le chant du cygne de la coalition, donc c'était 2018. Mais à partir de là, on a vu des outils devenir de plus en plus forts. Et depuis là, 2019, depuis 6 mois, ils gagnent toutes les batailles. C'est des batailles où ils te font 300 morts, 2000 prisonniers, ils prennent une ville, ils viennent de reprendre une base dans la province de Marib, hein, qui est l'une des deux provinces avec Al-Jaf qui les intéresse. Et que, donc, comme je te l'ai dit, on va essayer de te remettre cette carte. Cette carte, alors, on va même t'en mettre plusieurs hein, pour que tu te fasses une idée. Ça, c'est les autonomistes du Sud, en haut. En bas, tu as une carte aussi qui indique plus ou moins certaines choses, mais je vais toutes te les mettre, comme ça tu auras une idée un petit peu de... Ce que j'aimerais, c'est surtout... Non, pas ça. On va revenir à la configuration, voilà, Yémen du Nord, Yémen du Sud. Voilà, c'est le point. Hein. Après, je pourrais te faire un truc beaucoup plus long, comme je l'ai fait sur Patreon, où j'ai résumé les années de guerre, mais l'objectif, c'est de comprendre que, et je te synthétise ça, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, je te synthétise ça. Depuis quelques jours, les autonomistes du Sud, qui étaient déjà en bisbille avec les Séoudiens qu'ils ont chassés d'Aden, et avec les partisans de Hadi qu'ils ne supportaient plus parce qu'ils reprochent à Hadi d'être un fantoche finalement et d'être soutenu par aucun Yéménite et d'avoir provoqué une guerre qui finalement détruit le pays.
Donc ces autonomistes du Sud qui sont alliés aux Émiratis et qui ont un pacte de non-agression avec les Houthis, et eux et les Émiratis ont proclamé l'autonomie du Sud, nous rappelant donc le retour aux deux Yémen, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud avant 90. Cette manière de faire démontre à mon sens, qu'il y a une entente avec les Houthis, chacun se disant bah, écoute, on va pas se battre entre nous, tu vas prendre tes territoires d'avant, je prends mes territoires d'avant, et puis après la guerre, on verra si on se réunifie ou pas autour d'un gouvernement d'unité nationale. Mais en tout cas, voilà, on ne se bat pas entre nous, il faut chasser les Séoudiens. Donc là, on voit clairement voilà, que les Séoudiens sont désignés par quasiment tous les Yéménites comme les adversaires. Hadi et son armée fantoche ne sont là-bas que grâce au bon vouloir, mais là, je pense qu'ils vont être chassés aussi. Donc le président Hadi, qui est un président illégitime, hein, à l'heure où je te parle, donc finalement est passé par perte et profit. Les Séoudiens, bah, il leur reste plus grand-chose à faire. Au vu des défaites qu'ils ont actuellement, ils utilisent beaucoup leur aviation, hein, c'est ce qui leur permet encore de frapper un petit peu, et puis ils se défoulent sur les villages et autres, parce que lorsqu'ils attaquent des concentrations de troupes yéménites, de troupes houthis, ils doivent subir l'anti-aérien qu'a fourni les Iraniens, des boules de feu, des missiles qui partent. Donc leurs avions, à plusieurs reprises, ont essayé d'attaquer des bases et se sont enfuis, hein, pour pas tomber. Ils ont perdu il y a quelques temps, il y a 2 mois, je crois, un tornado. C'est pas rien. Voilà la situation au Yémen pour, pour ceux qui me demandent qu'est-ce qui parle-nous un petit peu du Yémen. Voilà ce qui se passe en ce moment. Donc c'est toujours pareil. C'est une défaite humiliante des Séoudiens qui se poursuit de jour en jour parce qu'il reste encore des territoires à libérer. Des Séoudiens qui ne veulent pas proclamer de cessez-le-feu ou qui, dès qu'ils en proclament un, bombardent dans l'heure, alors que le monde entier, notamment même les Américains, leur demandent de signer un cessez-le-feu. Et si on prend un petit peu de recul, encore un projet de MBS, encore une action de MBS qui humilie l'Arabie Saoudite, comme tout ce qu'il a touché depuis le départ. Que ce soit sa tentative de mise à l'amende contre le Qatar, qui a tourné court et finalement le Qatar s'en est bien sorti, sa tentative de mettre à l'amende les Émiratis, bah, il perd sur tous les plans parce qu'ils se sont fait chasser, lui et ses troupes d'Aden, par les Émiratis, qui sont beaucoup plus forts que lui au sol, qui ont des vraies troupes, alors que je vous rappelle que les Saoudiens embauchent des mercenaires, surtout. Dans les airs, c'est des mercenaires occidentaux, et sur terre, c'est des mercenaires arabes, c'est soudanais, enfin qui viennent des pays arabes. MBS qui a essayé de s'imposer comme une puissance pétrolière qui vient de perdre la guerre des prix et qui a été rappelé à l'ordre par Trump en lui disant maintenant tu vas te calmer sinon on retire nos troupes en un mois de chez toi et tu te démerdes ensuite, donc tu vas trouver une entente avec Poutine. MBS qui a essayé de privatiser Aramco et qui finalement bah, personne n'a voulu acheter. Qui veut investir dans Aramco, qui est l'entreprise, la Société nationale des pétroles saoudiens, alors que des outils avec de vieux missiles balistiques peuvent bloquer des raffineries, attaquer, détruire et bloquer la production. Les Iraniens peuvent bloquer le départ des 3 quarts de la production saoudienne, puisque c'est eux qui tiennent le Golfe. Et maintenant, on s'aperçoit que même les pipelines destinés à éviter cet écueil-là sont sous la menace outil. Qui veut investir? Donc voilà, encore une fois, un échec de MBS quant à la privatisation d'Aramco, 1,5% de la privatisation, alors qu'ils voulaient privatiser 5%. Ces 1,5% ont été achetés par des milliardaires saoudiens, autant dire par lui, pour s'éviter une honte. Qu'est-ce qu'il y a encore? La liste est longue, hein. La liste est longue. Avant, on savait que les Saoudiens étaient des rupins arrogants qui finançaient le salafisme et qui pouvaient représenter une menace. Avec MBS, on avait que les Séoudiens en fait étaient mauvais, mais très très mauvais partout, qu'ils n'avaient pas d'armée, que c'est un tigre de papier, que si demain les USA décident de les faire tomber, je crois que c'est dans le projet aussi, hein, à un moment donné, de couper l'Arabie Saoudite en trois, les Séoudiens bah, ils ne tiendraient pas, qu'ils font rigoler tout le monde. MBS a été une véritable catastrophe. Je ne comprends d'ailleurs pas comment le conseil le conseil royal, hein, qui regroupe quand même des gens qui décident de qui va être roi, ne le sort pas, ce type. Ce type est une catastrophe. Et on le voit au Yémen. Voilà. Et on voit donc au Yémen une recomposition, hein, c'est un petit peu de la chimie en fait, hein. Si tu veux, tu as l'impression un petit peu que le Yémen, c'est un explosif. Et que son état stable, c'est 2 Yémen. Un au nord et un au sud. Et que toute tentative moléculaire pour recomposer ça, le rend instable et le rend détonnant. Bah, depuis 90 et l'unification, ça passe pas. Parce que voilà, parce que c'est un pays tribal où les gens sont plus régionalistes,
qu'autre chose. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendront pas après pour des raisons économiques et qu'ils ne trouveront pas un gouvernement de transition. Mais bon, en tout cas, la configuration fait que ces dernières années, ça a explosé de partout pour revenir à un État beaucoup plus stable, l'État de deux entités. Et je vais encore une fois essayer de te mettre la carte d'avant 90. Ah, attends, on va le faire rapide. Voilà. On va essayer juste de te la trouver. Donc cette configuration-là, le Yémen de 90, voilà. Je pense que c'est la configuration qui va prévaloir ces prochaines années. Et tu remarqueras donc, je sais, oui, on peut voir le curseur. C'est cette province-là et cette province-là que les Yéménites essayent. Tiens, regarde. Regarde sur la carte. Attends, je te l'agrandis. Ouais, je t'agrandis la bonne carte. Donc les autres, on va les enlever. Hop, 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 hop. Ouais, il paraît que je sais pas faire de montage. Ah, c'est marrant. Qu'as-tu fait de ton confinement? J'ai ouvert, j'ai fait des vidéos pour insulter des gens. Non, mais c'est ça, hein. Qu'avons-nous fait de notre confinement chacun? Posez-vous la question. Regarde la carte. Regarde où se déroulent les batailles. Al-Jaf, Marib, les deux provinces. Maintenant, regarde. Là, c'est. Regarde. Regarde où sont les Yéménites. Oui, il reste une partie verte là, mais enfin, cette partie verte là, il n'y a même pas besoin de se battre pour, parce que de toute façon, quand ils vont s'entendre, ils vont la récupérer. Regarde maintenant la carte. Tu comprends un peu mieux maintenant en étudiant l'histoire moyenne, pas longue, moyenne. Tu comprends beaucoup mieux ensuite, tu arrives à deviner un petit peu la tactique militaire. Et si tu ajoutes la topologie, à savoir qu'au nord, c'est les montagnes, et c'est beaucoup plus pratique pour une armée faible, hein. Je veux dire, quand tu es dans une guerre asymétrique, il vaut mieux t'aider de la topologie des montagnes, parce que bon, t'as pas d'avion. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne s'engagent pas dans le désert séoudien trop. Enfin, ils s'engagent plutôt vers le gisant là-bas, parce qu'il y a des montagnes. Mais ils vont pas s'engager dans le désert séoudien avec des colonnes, 200 véhicules, pick-up, mitrailleuses et mecs dedans, parce qu'il suffit de deux ou trois passages, quelques strafing, et ils perdent des hommes. Tu vois le truc. Quand tu mets plusieurs éléments de nature différente, mais qui parlent du même sujet, tu comprends beaucoup mieux. Voilà, c'est un peu comme les calques sur AutoCAD. Voilà. Et quand tu regardes cette carte, et les cartes disent beaucoup de choses, cette carte-là, tu as le futur. Le futur, c'est que lorsqu'ils reprendront Marie, Baljaf, ils auront, écoute, c'est simple, la moitié de la frontière nord sera au Yémen du Nord et ils ont un gros point de pression sur les pipelines qui passent au sud de l'Arabie Saoudite et je pense que les Iraniens vont s'installer là-bas. Alors qu'ils n'y étaient pas encore jusqu'en 2016. Ouais, on va te montrer quelques cartes, tu vois, le Yémen 1918-1937 avec protectorat britannique en bas, hein. Les Anglais ont toujours été malins lorsqu'ils ont colonisé. C'est que déjà, ils n'ont pas colonisé intégralement et ils ont pris juste les bouts qui les intéressaient. Gibraltar, tel Détroit, Hong Kong. Ben oui, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'occuper tout le pays. Comment ils ont dirigé l'Inde? Avec des protectorats, en mettant des maharajas. C'est ce que font les Américains, c'est ce qu'ont fait les Américains pendant longtemps aussi. Quand tu veux occuper un pays, tu mets un gouvernement qui t'est favorable. Et tu mets avec une armée qui ressemble à la population. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est beaucoup mieux passé. Là, par exemple, tu vois, à la fin, ils ont gardé juste un bout. Protectorat oriental, voilà. Ça, c'est. On va te montrer un peu des cartes, hein. C'est de la culture générale, hein. Là, j'ai pas l'année. J'ai pas l'année de la carte. Et je ne pense pas que ce soit. Ça doit être du 2017-2018, cette carte. Non, 2019. Ouais, là, il y a marqué choléra, juillet 2019. Ah oui, c'est les. D'accord, c'est. Ok. Non, parce que là, en 2019, ils n'étaient pas aussi loin, les. Ils étaient pas aussi loin, là. Ouais, enfin, c'est une carte qui m'interpelle. Ils n'étaient pas aussi loin. Hop. Les acteurs conflits. Ah oui, mais je viens de te mettre plein de cartes, mais en fait, t'as rien vu. On va la refaire, il n'y a pas de souci, c'est une vidéo à la bonne franquette. Je vais toutes te les remettre, les cartes. Parce que là, en fait, je t'ai pas montré ce qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était ça. Ce Yémen-là. Ensuite, hein, pour ceux qui ont raté, voilà, je parlais de ceci. Je me disais, à quelle date a été.
fait cette carte. Apparemment, c'est en juillet 2019. Mais j'étais étonné par l'avancée jusqu'à El Beïda des Houthis, qui d'habitude ne sont pas jusque-là. Sinon, pour le nord, ça correspond. Ben, depuis, ils ont récupéré tout ça. Depuis, ils ont récupéré tout ça. Et les parties, si tu veux, vertes là, voilà. Euh, voilà, ça coupe et tout. Mais bon, ils ont plus intérêt à se battre pour le sud. Qu'est-ce que je t'avais montré encore d'intéressant? La guerre oubliée. Non, ils ont voulu l'oublier. Voilà. Ceci. Et il y avait une carte intéressante aussi, il me semble, de 1917. Voilà. Ne pas oublier cette carte. Les cartes sont importantes. C'est la première chose que tu dois regarder dans un conflit. Les cartes, là où il y a les ressources. Quand je dis les cartes, c'est là où il y a les ressources, la topographie. Tiens, la frontière entre le deux Yémen avant 99. Pourquoi se battre pour ceci alors qu'au final, hein, lorsqu'ils sortiront les Séoudiens, lorsque les Séoudiens se barreront, ils vont s'entendre pour récupérer des territoires sans se battre. Et oui, les meilleurs des conflits, c'est quand tu ne combats même pas et tu gagnes. Et tu regardes. Yémen du Nord, Yémen du Sud, encore une fois, pour te donner une idée. Alors, je n'ai pas cette carte là la carte du Yémen avant. Alors, attends, je vais te mettre Yémen 1960. Voilà. Voilà, c'est celle-là que tu n'as pas vue. Je tenais à ce que tu la vois. Donc, à partir de 67 jusqu'en 90. Jusque-là, tout ceci, hein, là où il y a marqué République démocratique populaire du Yémen, c'était un protectorat britannique. Regarde, possession britannique jusqu'en 67, délimité en rouge. Et je te disais que les Britanniques étaient malins quand ils colonisaient ou quand ils dominaient, et au moment de partir, ils gardaient juste le bout de territoire qui était intéressant. Le gisant en territoire, on va vous montrer aussi une carte. Arabie Saoudite Pipeline. Si tu veux bien le faire, mon grand. J'ai envie que vous puissiez. Je pense que c'est un élément intéressant aussi. Alors, on va essayer de trouver l'Arabie Saoudite Pipeline. Alors, ça, ceci est une carte un petit peu qui donne quelques zones pétrolières. L'attaque du pipeline Est-Ouest par des drones. L'attaque d'Abqaiq, la raffinerie, une des principales raffineries saoudiennes. Mais j'aurais aimé une carte plus précise. Parce que je pense qu'il y a. On va essayer de voir cette carte aussi. Ah, parce que pour vous, à dire vrai, là, je pensais que le pipeline était beaucoup plus proche du sud. Et il est quand même assez éloigné. Ça ne change rien à la démonstration, mais ça ne change rien à la démonstration, parce qu'il est attaquable. D'ailleurs, il l'attaque, hein. Lorsqu'on vous dit, par exemple, oui, non, ils ne sont pas capables d'attaquer des pipelines parce que ça fait trop loin, ils n'ont pas l'infrastructure. Non, on sait qu'ils ont été aidés par les Iraniens à monter leurs attaques de drones, à monter leurs attaques de missiles balistiques, à monter leurs attaques de l'heure, parce qu'ils ont le des patriotes. Mais ils ont attaqué à plusieurs reprises ces pipelines-là. Donc lorsqu'il y a eu l'attaque en septembre de la raffinerie en septembre 2019, les médias ont commencé à mentir. Oui, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les missiles, alors qu'ils venaient de faire une opération 3 mois avant, à une distance aussi éloignée, mais côté gisant. On va essayer de vous trouver une carte un peu plus intéressante. Est-ce qu'elle l'est celle-là? Tiens, ça peut être marrant ça. One Belt, One. Ah oui, c'est la route de la soie ça. Non, mais il suffit de taper pipeline pour tomber sur autre chose. Tiens, cette carte peut-être. Vous voyez le golfe? Voilà, en faisant partir. Moi, je suis persuadé qu'il y a un pipeline qui est plus bas. Mais bon, comme on ne le voit pas, hein, j'ai beau être persuadé. Tu vois, ces pipelines te permettent d'éviter de passer par le détroit d'Ormuz, par le golfe d'Oman, par voilà.
et de ne plus être à la merci des Iraniens, hein, parce que regarde l'échelle, 200 km, allez, il y a 500 km. Au plus loin, ouais, il y a 500-600 km au plus loin. Les Iraniens viennent d'installer des missiles anti-navires, des batteries côtières, et des batteries côtières. Oui, bon, elles étaient là depuis un certain temps, mais ils ont installé aussi des missiles balistiques qui peuvent toucher n'importe quelle cible à 700 km. Donc ils peuvent te fermer, ils peuvent te mailler le golfe. Donc ces pipelines étaient intéressants. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi ça ne remonte pas un peu plus au nord avec l'argent qu'ils ont, plutôt que de faire lancer des projets comme Neom. Là. Alors le Neom, vous me posez des questions sur Neom et je finirai là-dessus. Neom, apparemment, le projet n'est pas mort-né, même si pour moi, je pense que c'est quelque chose qui ne verra jamais le jour. Donc c'est 26 000 km² d'une ville qui ne répondrait pas aux lois séoudiennes, mais qui aurait des lois à elle, où il y aurait plus de robots que d'humains, une ville hyper technologique, c'est quasiment une ville qui est destinée à... Alors, il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont investi, hein, parce que ça va coûter 635 milliards de dollars à peu près, hein, c'est-à-dire un peu moins que le budget américain pour une année du Pentagone. Et c'est une ville qui est censée ramener de l'argent et faire... comment dire ça? Alors ils pensent qu'en créant Neom, tout le monde entier va penser que les Séoudiens sont des gens super modernes, super ouverts d'un coup de baguette magique et que c'est les hommes du futur. Et que quand tu penses futur, tu penses à un Séoudien, à un Bédouin. Voilà, ils pensent ça, eux, hein. Bon, moi ça me fait rigoler parce que je ne pense pas que le fait d'acheter des gros joujoux, des grosses vitrines, des tours, le fait d'inviter tes copains et de tripoter une boule en posant la main dessus, fait que tu seras un grand libéral. Je ne pense pas que attendre 1980... 2000, non, 2015. Attendre 2015 pour autoriser les femmes à pouvoir conduire sans aller en prison face de toi un moderniste. Hein. Non mais si, 2015, et en 2015, ils ont permis aux femmes de conduire des voitures. Voilà, c'est ça l'Arabie Saoudite en vrai. Et ceux qui les soutiennent, par ceux qui se compromettent avec eux, qui leur vendent des armes aussi, qui donnent des leçons de morale à la Syrie et au Père Assad, bif. On donne on donne des leçons de morale à un type plus ou moins un tech qui essaie de libérer son territoire, qu'on puisse l'aimer ou pas. Et de l'autre côté, par contre, enfin, on condamne ce type et de l'autre côté, on vend des armes à des bouchers qui soutiennent le salafisme et qui sont, voilà, et qui dans leur propre pays ont une mentalité rétrograde, décapitent des gens, emprisonnent des gens, sont brutaux. Et je parle même pas des femmes qui ont une demi-existence là-bas, je veux dire, dans ces pays-là. Ça dérange pas Le Drian, ça dérange pas Macron et ça dérange pas les chantres du Parti Socialiste ou tous ceux qui nous parlent de droits de l'homme. Et ça fait rire le monde entier. Voilà, donc pour en revenir à Neom, MBS, encore un projet à la con. euh, c'est un projet. Moi, je suis persuadé en tout cas que Neom, c'est juste un projet gadget dans le sens où c'est là pour leurrer les gens et qu'il n'y a pas besoin de faire une grande analyse de ce que c'est. Voilà, c'est une ville qui bénéficie juridiquement d'extraterritorialité, une ville-région de 26 000 km² qui accueillera des grosses entreprises, qui accueillera de la robotique, qui a une sorte de Silicon Valley, où les Séoudiens iront travailler et apporteront leur force de travail, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent apporter. Et où de l'autre côté, on aura de la technologie et autres, mais de façon que les Séoudiens ne maîtriseront pas, hein, parce que c'est pas les Chinois ou c'est pas les Iraniens, ils savent pas faire de rétro-ingénierie. C'est des gens qui ont du fric, mais qui sont pas. Je suis désolé de le dire, non, mais c'est vrai. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, c'est pas des génies les mecs. C'est des bédouins avec une mentalité de rétrograde. Parce que lorsqu'on voit les rois et les roitelets et les princes, mais il faut dire que la population est encore plus rétrograde. Hein. Attention. Et maintenant, c'est aussi un pays qui connaît la misère, qui a une grande partie de sa population qui connaît la misère. Il y a des parties de territoire qui veulent faire sécession. C'est un pays qui est près d'éclater. Et ils t'ont imposé un prince sortant qui, tout ce qui touche, il le transforme en caca. Et Neom, voilà. La seule chose que puisse faire Neom, si un jour ça marche, c'est de ramener des devises. Mais enfin, il faut mettre 635 milliards. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Il faut que les Séoudiens restent crédibles tout ce temps. Et il faut attirer les investisseurs étrangers, et notamment occidentaux et chinois, parce que y a que là, dans une région qui est près d'éclater à cause de la Syrie, enfin à cause de la Syrie, à cause du problème syrien, puisque des gens ne veulent pas lâcher la Syrie, à cause des troupes américaines qui sont là-bas et de leur confrontation avec l'Iran, hein, confrontation qui monte petit à petit, qui devient de plus en plus chaude. Je vous rappelle que là, il suffit de rien pour qu'il y ait des échanges de missiles dans le golfe Persique, il suffit de quelques vedettes, hein, puisque Trump a donné l'ordre de tirer si des vedettes venaient harceler ces gros destroyers
Oubliant de dire que ce qu'ont fait les Iraniens, c'est juste de rappeler à l'ordre les Américains qui essayaient de bloquer des bateaux iraniens quelques jours encore avant. Ça, la presse ne l'a pas dit. Voilà. C'est pour ça que les vedettes, elles tournent autour de ces bateaux-là en ce moment. C'est pour leur dire, vous voulez jouer à ça, nous aussi, on va bloquer vos bateaux. Mais ça n'a pas été dit. Mais bref, revenons à nos moutons. Voilà un petit peu ce qui se passe au Yémen. Voilà un petit peu grâce à une carte et grâce à deux, trois trucs et grâce surtout à ce qui s'est passé là, c'est-à-dire la proclamation de l'autonomie du sud du Yémen. Avec quelques éléments, on peut plus ou moins deviner de l'avenir. L'avenir, c'est simple, c'est une défaite saoudienne. Et si là, il n'y a pas de guerre au Moyen-Orient, moi je peux te dire que l'Arabie Saoudite, je lui donne pas de 10 ans de toute manière. Et avec MBS, je lui donne même pas 5 ans. Ce type, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi. Parce qu'on critiquait les Saoudiens avant, mais je veux dire, il y avait quand même des gens compétents qui faisaient tourner le pays. Il y avait un roi, il y avait des techniciens, il y avait des choses. Lui, il est arrivé, il a mis tout le monde en prison, il a torturé des gens de sa propre famille, il a fait peur à plein de gens, et finalement, il dirige avec brutalité. C'est quelqu'un qu'on désigne, qu'on caractérise. En tout cas, lorsqu'on parle de lui, on parle d'un psychopathe, d'un type violent. Et c'est ce type qui est soutenu par Macron, Le Drian, Trump. Enfin, Trump le soutient pas, s'amuse avec lui, hein, non, soyons honnêtes. Trump, il en a rien à foutre de ce type. Trump, je pense qu'il aimerait que l'Arabie Saoudite éclate. Je pense pas qu'il les aime, mais Trump, il l'a dit honnêtement. Il a dit ils ont du fric, on va leur prendre leur fric. C'est ça où on les laisse tomber et les autres vont les dévorer. MBS fait que là, tout le monde, avec cette guerre au Yémen, MBS fait rigoler tout le monde parce que finalement, il y a plein de gens qui se disent, mais finalement, les Saoudiens, à part leur argent, ils servent à quoi géostratégiquement là-bas? Les Américains se disent on peut diviser le pays en trois. La partie Mecque, Médine, une partie au nord, une partie au sud, parce que c'est tribal. Et finalement, on les affaiblit et on peut sans les protéger, on peut les ramener à l'âge de pierre. Et c'est une réalité. Ils n'ont pas de troupes, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien, et ils sont détestés partout. Et les seules personnes qui respectent les Séoudiens, ce sont des gens qui touchent de l'argent des Séoudiens dans les pays arabes. Je veux dire, il y a beaucoup de pays arabes où il y a la misère, on leur reproche d'être pro-séoudiens, ils ne sont pas pro-séoudiens. C'est juste que voilà, les investisseurs séoudiens viennent là-bas, donc ils préfèrent, voilà, on va le dire clairement, et on l'a tous fait, et voilà, tu faillotes pas devant ton patron. Et ben eux, ils faillotent devant des gens qui arrivent avec des milliards parce qu'eux, ils n'ont pas une thune, ça leur permet de développer leur région. C'est pas pour ça qu'ils aiment les Séoudiens. Personne n'aime les Séoudiens. Je connais plein de gens qui aiment le Brésil, les Brésiliens. Je connais plein de gens qui aiment l'Amérique, tu vois, l'Amérique des cow-boys, la country. Je connais plein de gens. Tu trouveras toujours des gens qui aimeront un endroit, une culture, quelque chose. Je connais personne qui aime les Séoudiens. Mais dans le monde arabe, en tout cas, personne. Et dans le monde occidental, tout le monde sait que ce sont des gens rétrogrades et arriérés. Et c'est vrai, c'est une réalité, hein. Je veux dire, c'est pas raciste que dire ça. C'est une réalité. Ils coupent des mains. Et le problème, c'est que tous les hommes politiques, aussi bien arabes qu'occidentaux, vont leur lécher le fion pour toucher de l'argent. Et là, on s'aperçoit que finalement, il n'y a même plus besoin de leur lécher le fion. Trump l'a compris en disant, mais finalement, je peux tout leur prendre en les détruisant parce que, voilà. Et j'ai envie de te dire, c'est un jeu de rapport de force, la géopolitique. Et dès qu'il n'y a plus une force qui s'oppose à une autre, ben, l'autre force, elle grandit. Et à la limite, on ne devrait même pas parler de gentil, de méchant. On devrait juste parler de jeu de force. La nature détestant le vide, dès qu'il y a une force ou quelque chose, ou un pays, ou une région, ou une idéologie qui s'affaiblit un peu, ben, elle se fait. La géopolitique, c'est un monde de forts, en fait. Et c'est pas un monde de ils sont gentils, ils sont méchants. Si Assad, s'il n'y avait pas eu Poutine, bah Assad tombait. S'il n'y avait pas eu les Iraniens, les Houthis n'auraient pas tenu des masses. On aurait eu une guérilla pendant des années, mais ils auraient eu, on va dire, un territoire 10 fois moindre. Et puis il n'y aurait peut-être pas eu la proclamation de. Est-ce que je t'ai mis la carte là sur ce coup? Ouais. Il n'y aurait pas eu la proclamation d'autonomie. Là, non, malgré, ouais, je te dis, plus de 500 milliards de dollars en tout, hein, je veux dire, pas seulement en achat d'armes, hein, en solde, en perte, en ce que tu veux. Les Séoudiens et leur coalition, et puis on le voit aussi, beaucoup de pays de cette coalition se sont retirés, hein, en s'apercevant que finalement ils attaquaient un pays arabe qui leur avait rien fait, et c'est tout à leur honneur de s'en être rendu compte. Et, finalement, ça aboutit à rien, ça aboutit juste à revenir à la situation de 90, avec deux Yémen.
qui sûrement se retrouveront et se réconcilieront et éventuellement feront un gouvernement d'unité nationale, je pense, parce que je pense qu'il y a plus à gagner à se regrouper, et c'est possible, à créer voilà, une fédération avec un pays, le Yémen, et une fédération, la fédération du Nord, la fédération du Sud, avec un gouvernement d'unité nationale, avec moitié de chaque parti. Hein. Il y a plein de pays qui fonctionnent comme ça. Hein. Mais on va revenir à une situation beaucoup plus saine. Et les Saoudiens ont de la chance. Ils ont de la chance si tu veux, que ce soit des Yéménites et pas d'autres, parce que sinon, écoute, ils ne peuvent pas défendre leur territoire, ils ne peuvent pas défendre leur industrie pétrolière, ils ne peuvent rien défendre, les Saoudiens. S'il n'y a pas les USA, ils ne peuvent rien faire. Et j'ai bien dit, s'il n'y a pas les USA, les Saoudiens éclatent. Là, pour l'instant, voilà. Même les Israéliens sont en train de se poser la question, à savoir, bon, là, en ce moment, ils ont réussi à se trouver un gouvernement d'union nationale, les Israéliens, mais même les Israéliens sont en train de se dire, mais attends, les Saoudiens, finalement, c'est du fric et du pétrole. Mais ils n'ont aucune influence sur le monde arabe. Donc, finalement, si on veut, enfin, en admettant qu'ils veuillent négocier, si on veut s'arranger, il ne faut pas s'appuyer sur eux. Finalement, ils servent. Voilà, les Saoudiens, finalement, tu sais ce que c'est. C'est une banque. Si tu as la bonne carte, t'arrives, c'est une banque. Toujours approvisionnée en argent ou en pétrole. C'est juste ça. Et c'est un faux pays. Moi, je lui donne 10 ans. Et je pense que ça fait partie aussi des projets d'un certain nouvel ordre mondial de détruire ce pays et de le détruire en trois parties. Parce que de toute façon, c'est un pays artificiel. Voilà, c'est une petite revue géopolitique qui a démarré sur le Yémen et qui parle j'allais dire du grand frère, non, de l'ennemi du Nord, les Séoudiens, et puis de l'ennemi de tous d'ailleurs. Hein, hein. Je pense on est tous d'accord là-dessus. Voilà, donc commentaires préapprouvés, tout ça, tout ça. Hein. Et puis voilà. Bon dimanche.